Bonsoir à tous, nous sommes le 2 décembre 2019 au Cameroun. C'est l'heure de l'information sur les antennes de la télévision du monde, une édition que nous ouvrons par cette information en économie en baisse de plus de 200 milliards de francs CFA par rapport au budget 2019. Le projet de budget 2020 de l'État du Cameroun s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 4 951 milliards de francs CFA, 700 millions de francs CFA. Un projet de budget qui a d'ailleurs été soumis à l'approbation des parlementaires par le gouvernement de la République. Les précisions dans ce reportage. 4 951 milliards 700 millions de francs CFA, c'est le projet de budget pour l'année 2020 qui a été présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Dr Joseph John Gouté lors de la présentation du programme économique, social, financier, culturel et sportif des 12 prochains mois. Un projet de budget qui est en baisse de plus de 200 milliards de francs CFA par rapport au budget 2019, mais qui sera axé en priorité sur l'accélération de la décentralisation, l'organisation du double scrutin municipal et législatif du dimanche 9 février 2020, l'achèvement des chantiers liés à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et du Championnat d'Afrique des Nations 2020, la mise en place du statut spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, résolution du grand dialogue national initié par le président de la République, son Excellence Paul Biya, mais également la poursuite du plan d'assistance humanitaire en faveur des déplacés de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Un budget selon plusieurs analystes économiques plutôt réaliste qui épouse le contexte sociopolitique et économique actuel. D'ailleurs, selon la note programmatique du président de la République en juin 2019, Paul Biya insistait sur une croissance de 4,5%, une maîtrise de l'inflation, du déficit budgétaire et du déficit de la balance courante. L'épidémie de rougeole et de roubéole fait des ravages dans le nord Cameroun. Une campagne de vaccination est annoncée pour le 4 décembre 2019. L'annonce a été faite par le délégué régional de la santé publique pour le Nord qui était face aux hommes de médias. Il prenait part pour le compte de la télévision du monde, Frédéric Moutome et Seydou Fonzier. Avec 42 cas confirmés depuis le début de l'année 2019, la rubéole, encore appelée rougeole, apparaît de plus en plus comme un problème de santé publique dans notre pays, le Cameroun. Avec ces chiffres, la situation épidémiologique de la rougeole est en nette augmentation au Cameroun. Face à cette situation de plus en plus critique, les autorités camerounaises ont entrepris de saisir le taureau par les cornes. À l'occasion, il sera organisé ce 4 décembre 2019 à Lagdo, dans le département de la Benue, la cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre la rougeole et la rubéole couplée à l'administration de la vitamine A et du mebendazole sous la conduite effective de Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique. Avant le début effectif de cette campagne, une rencontre d'information et de sensibilisation a mobilisé à la délégation régionale de la santé publique pour le Nord, les acteurs de la santé et les hommes des médias. Le but de cette rencontre étant de leur expliquer le contexte et les raisons de l'organisation de cette campagne nationale contre la rougeole et la rubéole. Et c'est un vaccin pour lequel il faut davantage gagner la confiance de la population. Donc c'est vraiment le seul point que je voulais relever. Donc c'est ça votre rôle. Donner la bonne information, donner l'information exacte aux populations. Et je crois que le reste va suivre. Elle sera édifiée. Et vous-même, soyez des journalistes professionnels. Malgré ces bonnes intentions des pouvoirs publics à éradiquer cette maladie épidémiologique, plusieurs parents, par ignorance dans les zones rurales du Septentrion, refusent de faire vacciner leurs enfants, ce qui complique davantage la tâche des équipes de vaccination, mais aussi augmente le nombre de cas de patients atteints par la rougeole et la... Médicalement, il faut dire aux gens quelle est la vraie information. Et la vraie information, c'est que, comme pour tous les autres vaccins, là, ils sont au courant, ils vont faire la vaccination de routine, habituellement. Quand vous le leur dites à la radio ou pas, les mamans ont même pris l'habitude que, quand ils partent à la vaccination, ils donnent par exemple elles donnent le paracétamol. Parce qu'elles savent qu'il y a une petite fièvre qui peut arriver. Ça, on le sait. On le sait déjà. Et ça ne va pas être différent avec le vaccin contre la rougeole. Ça sera ces mêmes petites choses qu'on observe souvent chaque fois qu'on injecte les enfants. Maintenant, je pense que c'est l'approche de communication qu'il faut
peut-être revoir. Et on est content que vous soyez là et que vous discutiez du message. Mais on ne vous encourage pas à ne rien dire du tout. Il faut multiplier les activités de vaccination car elles permettent de baisser considérablement le nombre de décès dus à la rougeole. D'ailleurs, des plus de 550 000 cas enregistrés en 2000, on est passé à 89 700 cas en 2016, soit une réduction de 84%. Entre 2000 et 2017, le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans dus à la rougeole a considérablement diminué à raison des opérations continues de vaccination, soit plus de 97%. Plus d'un an après la mise sur pied du comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants de Boko Haram et des mouvements séparatistes, son coordonnateur, Francis Fayengo, était face aux hommes de médias à Yaoundé. Mohamed Molu, Mohamed Essoumba. Le coordonnateur national s'est plutôt montré optimiste au vu des avancées. Je crois que ça a beaucoup changé dans le sens positif. Je crois que les choses vont nettement mieux sur le terrain. Et je pense que quand les conditions sont mises sur la table, nous allons les laisser partir, pas en brousse. Au quotidien, ce comité utilise des méthodes de recoupement d'informations et la sensibilisation des combattants afin qu'ils déposent véritablement les armes. En langue locale, il appelle plusieurs à déposer les armes et de revenir à de meilleurs sentiments. Là, l'État a une stratégie. L'État dit, le chef de l'État dit, pour les enfants qui déposent librement des armes, il faut revenir. Ce n'est pas, quand ils arrivent, il n'y a pas une baguette magique, n'est-ce pas, qui les met qui les rend tous, font tous retourner chez eux. Il y a toute une stratégie. Nommé le 4 décembre 2018, il n'a cessé de travailler pour le retour de la paix et le dépôt des armes par les combattants, malgré la crainte de certains des représailles. Le coordonnateur donne des garanties. Ce qu'on donne aux ex-combattants quand ils viennent dans le centre, la première chose qu'on leur donne, c'est la sécurité. Voilà. Je vous ai dit que nous avons, n'est-ce pas, l'impression qu'ils ne viennent pas massivement encore, qu'ils ne viennent pas encore massivement dans le centre, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'abord de leurs amis qui sont restés en brousse. Ils ont peur avec les différents accrochages avec les forces de l'ordre. Et ils ont même peur de leur famille. Grâce à l'appui des pouvoirs publics et des partenaires, le Comité national de désarmement, de mobilisation et de réintégration compte éradiquer ce phénomène de combattants dans nos différentes villes. En fait de société, rendons-nous à Douala, précisément le quartier Commandeur, situé dans le 1er arrondissement de la ville de Douala, un quartier qui a été secoué pendant pratiquement 48 heures à la suite de la découverte macabre du corps d'une jeune fille âgée de 9 ans dans un état de putréfaction avancée dans une blanchisserie appartenant à un Malien. Une découverte macabre qui a aussitôt suscité la colère des populations de ce quartier qui ont mis à sac plusieurs installations commerciales appartenant aux expatriés. Les précisions de Jean-Germain Yedna et de Patrice Foucault. Comme dans un film de guerre, le quartier Commando à Douala, lieu dit Carrefour et tout, a vécu une ambiance particulière. Un lundi 2 décembre 2019, de tous les dangers. Nous sommes fatigués. Regardez mon pied. Il a tiré sur moi à bout portant 2 fois. Regardez. Je suis fatigué. Remonté contre un locataire d'origine malienne, accusé d'avoir violé mortellement une fillette de 9 ans. La population surexcitée d'un commandant a décidé d'en découdre avec tous les ressortissants maliens installés dans ce quartier et même dans les environs. Je vous parle avec les larmes aux yeux. J'étais loin de m'imaginer que ce monsieur pouvait poser un tel acte.
Je lui ai apporté mes habits, il les lavait tout gentiment, tout cordialement. Et j'ai été consterné hier, c'est tout ce que je peux vous dire. Le Cameroun, on est trop bon avec les étrangers. Et j'ai peur que ça se retourne contre nous. Parce que hier, ce qui s'est passé, il y a une chasse à l'homme qu'on a lancée contre tous les étrangers. C'est eux qui tiennent nos boutiques ici, les Maliens, les Sénégalais, c'est eux qui tiennent nos boutiques. Il y a une chasse à l'homme qu'on a lancée hier. Les gars étaient vraiment furieux et ils voulaient en découdre avec tous les Maliens. J'ai un Malien chez moi qui loue également une boutique. N'eût été notre présence est au-delà pour empêcher aux gars de frapper sur lui-même. Les gars allaient poser un acte qu'ils allaient regretter après. L'histoire remonte depuis mercredi dernier, lorsque la petite Mbangompon Tracy Olivia a disparu de la concession familiale. Nous sommes donc partis toquer chez le voisin. On toque à Abou là-bas. Abou répond d'une voix bizarre. Mercredi qu'on a su qu'elle a disparu, bon, jeudi comme il était bizarre, Abou qui aimait sourire, il chantait dans les trucs comme ça, Abou était en l'air. Je ne pouvais même pas croire qu'il pouvait faire cela. Je ne pouvais pas croire. On a trouvé un corps et ce corps était le corps de mon enfant. C'était pas du 5 corps, c'est pas vrai. J'ai dit c'était un corps. Si c'était 5 corps, on devait voir beaucoup de personnes. Personne ne sait. On ne connaît pas. Il a fui. Ce qu'on sait, c'est que depuis vendredi, il a fui. Mon enfant, qu'on a kidnappé le mercredi à 21h. Un locataire, un Malien qui a tué mon enfant dans la maison. Dans ma maison, un locataire. Que Papa Popol et tous ces gens-là fassent sentence. Le magasin qui faisait jusqu'ici office de blanchisserie de l'expatrié a été vandalisé, tout comme plusieurs installations commerciales appartenant aux Maliens. Nous sommes fatigués, c'est fini. À la guerre comme à la guerre. S'il faut qu'on envoie, on va tous les chasser. On n'accepte pas qu'on nous tuer chez nous dans notre pays. Si c'était là-bas, on ne peut pas faire ça au Mali. Tous ces Maliens qui sont au Cameroun rentrent dans leur pays. Nous sommes les Maliens, tous ces immigrants, les étrangers qui sont au Cameroun doivent rentrer dans leur pays. Nous sommes fatigués d'eux. Nous sommes fatigués d'eux. Ils viennent tuer nos petites soeurs, nos pères, nos mères. Devant nous yeux, on les regarde, impossible. Après cette autre journée folle de ce lundi 2 décembre, le calme revient progressivement au quartier Commando à Douala, actuellement en cavale après son sale besoin. C'est le frère du présumé assassin qui a été interpellé. 3 corps sans vie en état de décomposition avancée ont été retrouvés le week-end dernier dans un véhicule abandonné au quartier Hollande. C'est à Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime. Selon les informations recueillies sur les lieux, les 3 bouts de chou dont l'âge varie entre 2 ans et 3 ans étaient recherchés depuis environ 72 heures par leurs parents respectifs. Jean-Germain Yedna, Jean-Blaise Tonien. Portés disparus depuis jeudi matin, des 3 enfants, dont une fille de 2 ans et 2 garçons de 3 ans chacun, issus de 3 familles différentes, habitant le quartier Hollande à Dizangué, dans la Sanaga-Maritime. C'est finalement ce samedi 30 novembre, soit 3 jours plus tard, que les corps sans vie de ces 3 bouts de chou ont été retrouvés. Et ce sont des odeurs nauséabondes provenant d'une carcasse de véhicule garée non loin du quartier. Portières fermées et vitres surmontées qui ont attiré l'attention des riverains. Avant que je n'entre dans les classes, mon petit frère, je l'ai laissé y jouer là. Il joue avec cette petite fille et ce petit garçon. Il n'a l'habitude d'aller chez personne. Même quand il part, il rentre. Même s'il veut boire de l'eau, il rentre à la maison. Il veut faire ses besoins, il rentre à la maison. En rentrant dans les classes, il y a un ami qui me dit d'abord: ta mère est en train de pleurer à la maison, rentre vite. J'ai pris ça comme des blagues, mais devant là, il y avait un papa qui m'a dit, qui m'a fait part en me disant qu'il ne manque pas, rentre à la maison en courant. Suite, il a commencé à pleurer. Ma cousine qui m'a calmé, que calme-toi. La moto nous est prise et nous est déposée là. Arrivé là, dès qu'elle arrive, on me dit que mon petit frère a disparu depuis 10h30. On cherche, on ne le voit pas et on veut le laver. Et maman est arrivée loin à Hollande. Il jouait au quartier avec ses amis. Il y a 2 pruniers au quartier. C'est le second prunier. C'est là où tous ces enfants jouaient. Quand je constate donc que je veux déjà apprêter le bain de l'enfant, je descends donc vers le prunier, chercher l'enfant. Je ne trouve pas les enfants. Les 3 enfants n'étant pas là. C'est là où je cours, donc j'alerte donc
la population pour qu'ils m'aident à chercher l'enfant. Je suis même arrivée jusqu'à l'école primaire pour chercher les enfants et n'ai pas trouvé. Informé, le sous-préfet de l'arrondissement de Dizangué, les éléments de la gendarmerie nationale ainsi que le médecin légiste sont descendus sur les lieux pour constater l'horreur devant des familles médusées. Quand vous parlez de point de vue, c'est ce que tout parent peut ressentir. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je suis très attristé. Je ne sais pas ce que je peux vous dire parce que c'est le moment où je m'attendais le moins. Des corps sans vie de ces 3 enfants ont été déposés dans une morgue de la place à Dizangué, où une enquête a été ouverte afin de démanteler les auteurs de cet acte odieux. Des blessés et plusieurs morts, c'est le triste bilan d'un accident de circulation survenu sur la nationale numéro 5 au Cameroun. À l'origine de ce drame, un mauvais dépassement et un excès de vitesse. Frédéric Moutomé, Château-N-Vallon. Cet autre accident de la circulation survenu au lieu dit Cosmos en Konsamba 2e dans le département du Mongo, son national numéro 5 a suscité moult réactions. À en croire les riverains, la collision entre la petite voiture de marque Toyota 26 immatriculée LT 068 HI et le coaster de l'agent de voyage Kwangdem immatriculé CE 412 IC serait dû à un excès de vitesse et à un mauvais dépassement. Vous êtes parti de temps à quelle heure? Je n'ai pas regardé les enfants parce que mon téléphone était éteint. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le petit bus, le petit personnel a fait un débordement. Il a entré directement. C'est là où il a dosé par derrière. Bon, on était au champ. On a juste compris. Oui, comme un éclatement. Bon, on a su, puisque c'était vers le goudron, on a su que c'était un accident. Bon, nous sommes sortis, on s'est précipité, nous sommes sortis. Bon, en sortant, on a juste trouvé, on ne sait pas si c'était le chauffeur de la petite voiture. Il demandait à voir une gendarmerie plus proche, qu'on la main vers la gendarmerie. Bon, on a dit que nous ne pouvons pas bouger avec notre moto, puisque c'est un accident, il faut qu'on voie d'abord ce qui se passe. Bon, lui, il a trouvé quelqu'un qui peut le conduire à la gendarmerie. Bon. Informés de l'accident, les équipes de secours du Corps national des sapeurs-pompiers se déplacent sur le terrain avec un bilan faisant état de nombreux blessés et de morts. Nous sommes arrivés au lieu de l'accident. On a trouvé une jeune petite fille, je ne sais pas si une fille, mais un enfant à peu près 3 ans, avec la tête totalement détruite. Bon, avec à peu près aussi 5 personnes couchées là. Mais parmi ces 5 personnes, il y avait aussi quelqu'un qui semblait la personne respirer encore. C'est la personne qu'on a amenée aux urgences. C'est pas dans la coaster. Nous sommes 3. C'est 3. Vous avez compris? Non, non, du tout. Vous avez été dans le coaster, c'est ça? Et les 3, vous êtes sortis sans accident? C'est ça. Bon, que des éclatures comme ça. Sauf les montrés. Il y a mon hôtel là. Voilà, c'est déchiré. Hein. La page est attachée. Je suis un grand garçon là. J'essaie de forcer avec. Bon, on peut retenir qu'il y a combien de morts sur le carreau? Non, pour être sincère, je crois qu'il y a eu 3 morts. Ils ont plus de voitures levées, ils avaient déjà laissé son corps depuis. Donc ils ont 4. Après plusieurs heures de blocus et d'interruptions dû à cet accident de la route, la circulation est finalement rétablie par les éléments de la gendarmerie nationale. Quant aux victimes, leurs dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital régional de Konsamba. Selon des sources concordantes, un aéronef de la compagnie nationale aérienne du Cameroun aurait essuyé des tirs nourris en plein vol dans la région du nord-ouest du Cameroun. L'avion a pu néanmoins atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Bamenda. Reportage. Des hommes armés, non encore identifiés officiellement, auraient tiré sur un avion de la Camerco en phase d'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport de Bamenda à Bafou, dans la région du Nord Cameroun, dimanche dernier, 1er décembre 2019. Selon quelques témoignages, des tirs auraient été entendus alors que l'appareil tentait de s'immobiliser sur le tarmac.
D'autres sources confirment que 2 impacts de balles sont visibles sur le côté gauche de l'appareil, tandis que des balles ont été retrouvées à l'intérieur de la cabine. La région du Nord Cameroun est en proie depuis 2016 à une instabilité sociopolitique qui a débouché sur une guerre entre l'armée camerounaise et des groupes sécessionnistes. Hors de nos frontières à présent, 14 fidèles dont des enfants ont été tués dimanche dernier pendant un service religieux lors de l'attaque d'une église protestante à l'est du Burkina Faso. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Au Burkina Faso, 14 fidèles dont des enfants ont été tués dimanche lors de l'attaque d'une église protestante dans l'est du pays des hommes intègres où des actions menées par des groupes armés djihadistes contre les lieux de culte se multiplient. Une opération de ratissage a été lancée par le groupement militaire de Futuri pour retrouver les traces des assaillants qui se sont enfuis sur des motocyclettes. Cette attaque qui a été perpétrée par une dizaine d'individus lourdement armés n'est pas la première contre des religieux dans ce pays sahélien d'Afrique de l'Ouest. Du 15 février au 26 mai, plus d'une vingtaine de chrétiens, fidèles pasteurs et prêtres ont été tués par des djihadistes. Plusieurs imams ont également été assassinés par des terroristes dans le nord du Burkina Faso depuis le début des attaques il y a 4 ans. Au total, les attaques attribuées à une douzaine de groupes djihadistes ont fait près de 700 morts depuis début 2015, selon un comptage de l'AFP, et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l'ONU. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé hier dimanche à des efforts concertés pour alléger le fardeau du VIH-Sida qui pèse sur les personnes vulnérables en Afrique et principalement les réfugiés. Une fois de plus, les précisions de nos confrères d'Africa News. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé dimanche à des efforts concertés pour alléger le fardeau du VIH-Sida qui pèse sur les personnes les plus vulnérables d'Afrique, principalement des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, alors que le continent a marqué la journée mondiale du sida. Le président de la commission de l'UA a toutefois noté que le continent africain a réalisé des progrès remarquables dans la riposte au sida depuis le sommet extraordinaire d'Abuja sur le VIH-Sida, la tuberculose et les maladies infectieuses connexes, au cours duquel les dirigeants africains ont déclaré le sida urgence sur le continent. Le VIH-Sida est une préoccupation majeure de santé publique et une cause de décès dans de nombreuses régions d'Afrique. L'Afrique subsaharienne a elle seule représenté environ 69% de toutes les personnes vivant avec le VIH et 70% de tous les décès dus au sida en 2011. Parlons à présent de l'actualité sportive de cette livraison du journal sur les antennes de la télévision du monde. Chantier lié à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Le professeur Narcisse Mouelekombi, ministre en charge des sports et de l'éducation physique, vient de résilier le contrat qui lie l'État du Cameroun à l'entreprise de construction de droit italien Piccini, en charge de la construction du complexe sportif d'Olembe, une banlieue de Yaoundé. À l'origine de cette rupture du contrat, le non-respect des clauses contractuelles. Zobel Apollinaire Bon nous en dit davantage. Plusieurs raisons justifient la résiliation du contrat entre l'entreprise italienne Piccini et le gouvernement camerounais. Dans un communiqué rendu public par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekombi évoque les manquements observés dans la conduite du cahier des charges avec l'arrêt des travaux non autorisés par le maître d'ouvrage, l'abandon des chantiers dûment constaté par voie d'huissier, la violation de la législation sociale caractérisée par l'accumulation des arriérés des salaires des travailleurs. Cette accumulation a d'ailleurs conduit au mois d'août dernier à la séquestration du directeur du projet, Benoît Fa. Pendant près de 8 mois, le chantier du stade Olembe a été à l'arrêt à cause de cette situation tendue entre les employés et l'employeur. C'est suite à ce triste constat et à la pression que la Confédération africaine de football met sur le Cameroun que Narcisse Mouelekombi a décidé de se séparer de l'entreprise italienne pour se tourner cette fois vers l'entreprise canadienne Magil en charge des travaux de réfection du stade de la réunification de Bipanda pour poursuivre et achever les travaux d'Olembe.
Mais l'entreprise Pichini ne l'attend pas de cette oreille. Elle a donné 72 heures au gouvernement camerounais pour revenir sur sa décision, faute de quoi l'affaire sera portée devant les tribunaux. Rappelons que c'est en 2015 que le chantier de construction du stade d'Olembe avait été confié aux Italiens pour un montant global de 163 milliards de francs CFA. La livraison était prévue pour fin 2017, début 2018. Quelques années après, les choses semblent n'avoir pas évolué dans le bon sens. Et le Cameroun, qui veut respecter les délais fixés par la Confédération africaine de football, a décidé de se séparer de Pichini. Même si derrière, il se cacherait une autre affaire du non-versement de la quote-part du Cameroun pour le montant alloué à la construction de ce joyau architectural. Affaire à suivre. Nous restons avec vous, Zobel Apollinaire Bon, pour nous intéresser à présent à l'état d'avancement de ce joyau architectural, le stade d'Olembe, d'une capacité de 60 000 places et qui peine visiblement à être achevé. Un stade qui est donc à l'origine de cette rupture du contrat entre l'État du Cameroun et l'entreprise adjudicataire Pichini SA. Reportage. Lors de la visite effectuée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique au stade Olembe le 14 octobre dernier, le professeur Narcisse Mouele Kombi a demandé que les travaux soient accélérés au regard de la timidité observée sur le terrain. Malgré la mobilisation évidente, avec la présence de 230 ouvriers sur le site, le directeur du projet Benoît Fabre avait confié au patron des sports que 750 ouvriers devraient davantage être recrutés pour participer aux travaux d'achèvement de ce chantier. Depuis cette visite du ministre des Sports, 97 conteneurs de matériel ont été réceptionnés. 3 grandes activités meuble la vie sur le chantier, le contrôle qualité de l'infrastructure pour évaluer l'étendue des dommages subis durant la période d'arrêt, l'érection des rambardes de sécurité autour des vomitoires, la mise en place et la préparation des voies d'accès pour les travaux en hauteur, l'installation du squelette sur lequel reposeront les panneaux constituant la façade du stade et de l'aire des jeux. La forte pluviométrie à Yaoundé a contraint la reprise des opérations de drainage. Un quart de l'aire des jeux a déjà été recouvert. Le chantier devrait en principe être livré au mois de février 2020. Intéressons-nous à présent aux résultats de la 10e journée du championnat Elite One au Cameroun. Coton Sport de Garoua essuie une défaite cuisante face à Canon de Yaoundé sur le score fleuve de 3-0 et le Canon occupe désormais la seconde place au classement général. Les précisions et le compte-rendu de cette 10e journée du championnat Elite One au Cameroun, c'est avec vous, Georges Ouafou. Canon de Yaoundé a explosé le leader Coton Sport de Garoua sur un score fleuve de 3-0. Une seconde contre-performance cette semaine pour les cotonculteurs avant la réception du short de la 11e journée contre Bamboutos FC de Bouda. Par contre, cette belle opération de Kwakoum sur le leader les propulse directement à la 2e place au classement avec 15 points. Cette 10e journée a été marquée aussi par une deuxième contre-performance de la Panthère du Ndé, tenue en échec à domicile par Edin Sport de la Lequier. Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge de 0 but partout. Pareil pour Bamboutos FC de Bouda, qui a obtenu le même résultat dans la région du Nord-Ouest devant la formation de Puy de Beudi de Bamenda. Après 4 matchs sans défaite, Stade Renard de Melon a échoué devant Tonnerre de Yaoundé dans la capitale politique sur un score étriqué d'1-0, tandis que dans le sud, la colonne du Djailobo a battu Yon Sport Academy sur un score large de 3-1. Après son bon résultat 2-0 de la 9e journée sur Coton Sport de Garoua, Fofou de Baham n'a fait qu'une piètre performance ce dimanche, 1 but partout à domicile devant AS Fortuna. Avec 11 points au compteur, Fofou de Baham est désormais premier relégable. Le duel de la région du littoral s'est soldé en faveur de UMS de Loum, victorieux 3-0 sur Union Sportive de Douala. Les Nassara Gamakaï continuent à enchaîner les mauvais résultats et se pointent désormais à la deuxième partie du tableau. Dragon de Yaoundé fait match nul, 1 but partout contre Feuche de Banjoun à l'ouest et Avion Academy se sépare d'APS Academy sur un score nul et vierge de 0 but partout. Cette 10e journée a enregistré 15 buts au total pour 4 victoires et 5 matchs nuls. Coton Sport de Garoua reste leader au classement avec 18 points, tandis qu'AS Fortuna ferme la marche avec 8 points. C'est ici que prend fin cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention.
Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.